Salut Enzo, Salut Julien. comment ça va? Bah super et toi? Écoute, ravi de faire partie de ce podcast. Je suis très content de te recevoir Enzo, je te remercie d'avoir mis un beau background qui est vrai, comme tu me l'as dit avant de démarrer, un beau background pour ceux qui nous voient en vidéo. J'ai mis ma petite chemise cintrée avec le petit col où Je peux ouvrir. je me suis déjà fait tacler sur mes vidéos, on m'a dit oh, voilà le Rital, bah oui je suis Rital, donc vous avez voilà, on vous a mis bien pour ce podcast. Enzo, je suis très content de te recevoir. Je vais te laisser te présenter, mais avant, je vais un peu te saucer avant qu'on démarre. Parce que là, on va parler de Merci. l'IA dans le sales, mais pas sous n'importe quel angle. Je précise, parce qu'en fait, quand on a échangé ensemble, là où j'ai vraiment surkiffé ton approche, c'est la manière dont tu considères et tu utilises l'IA dans le sales. Parce que ta vision, en fait, c'est d'utiliser l'IA pour augmenter drastiquement la qualité des efforts commerciaux et de la performance commerciale. Euh, donc là, ce qu'on va voir ensemble, ça va être de comment on crée un vrai prompt GPT en passant par l'optimisation du process de vente, l'analyse de données, l'optimisation de la segmentation. Donc je vais te laisser nous envoyer de la valeur, mais en tout cas, je suis très content de t'avoir parce que tu as une vision du sales et avec de l'IA qui est canon. Donc voilà, donc hâte de voir ce que tu vas nous envoyer aujourd'hui. Bah écoute, merci pour l'intro, Julien. Je rajouterai sur la phrase Rital parce que moi aussi je suis un Rital. Je suis Rital et je le reste dans la manière et dans le geste. C'est important de le dire pour ceux qui connaissent. Exactement. Et ouais, effectivement, sur l'IA, j'ai une vision. Moi, j'utilise tous les jours dans mon métier, plusieurs heures par jour. Et en fait, elle a des limites. Je pense qu'il faut pas se tromper, rester rationnel. L'IA, elle doit être là pour aider, optimiser, mais pas faire à la place du sales. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui de manière très concrète, parce qu'on peut vite partir dans le détail quand on parle d'IA et d'outils. On va essayer de rester très opérationnel. On peut commencer par un truc très simple, si on rentre direct dans la valeur. Non, Si c'est que ça, c'est... Ah, vas-y Julien, attends, recadre-moi. je continue un petit peu à te saucer, mais je te laisse un peu te présenter toi, ton Ah background et putain, surtout j'ai oublié. qu'est-ce que Job Leads. Attends, c'est important quand même. La fausse humilité du gars qui veut pas se présenter, tu sais. Oui, effectivement. Donc moi, Enzo Luciano Marti, j'ai 23 ans, entrepreneur depuis presque un an. Ça va faire 9 mois. Associé avec Vincent Dounon. On a créé Job Leads pour aider les sales et même toutes les entreprises PME françaises et ETI à optimiser leur processus de prospection. Ça le vend en poupe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, le marché il se tend et le marketing ça devient plus cher, plus compliqué. Et donc la prospection, on retrouve ses lettres de noblesse, c'est une bonne chose, que ce soit sur le call, je pense à Enzo Colucci, gros big up, et tous les autres coachs qui vont venir apporter la qualité du discours. Mais c'est vrai qu'avant de pouvoir faire son discours, il faut avoir la bonne data, cibler les bons prospects, travailler son ciblage, avoir les numéros directs, les coordonnées, les mails, les LinkedIn, que sais-je. Et donc nous aujourd'hui, on aide les entreprises à porter un peu de stratégie au niveau de la data grâce à un accompagnement complet sur le ciblage et ensuite de créer cette data dans le temps. Et enfin, dernière brique de valeur chez nous, les bons outils pour segmenter sa prospection, la faire de la bonne manière et ensuite dérouler sa partie commerciale. Magnifique, Voilà. magnifique. Est-ce que tu saurais dire comment est né rapidement aussi Job Leads ou d'où est né Job Leads? Ouais, c'était dans mon ancienne boîte. Je pense que pas mal d'entrepreneurs, enfin, ça évolue aujourd'hui, mais au début, ça commence d'un test en entreprise et tu te dis bon, bah finalement, je vais faire peut-être ça quelques années de ma vie. En gros, moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans la boîte où j'étais sur la partie data et ça me faisait perdre un temps hors norme. Et surtout, conséquence plus cachée, en tant que sales, on aime bien les excuses, on va pas se mentir. Et en fait, je me confortais dans ces excuses en répondant à mon patron, ouais, j'ai pas le temps de prospecter parce que j'ai trop de problèmes, parce que j'ai pas les bons outils, pas la bonne data, alors qu'en fait, on a toujours du temps. À un moment donné, tu prends ton tel, tu vas sur Maps, tu vois si c'est que ça. Et donc, ça a créé une sorte de défiance, un climat qui était pas ouf. Et je me suis dit, putain, c'est pas normal. Et je l'ai entendu aussi pas mal autour de moi. Donc, on n'a pas réinventé la roue, on n'est pas les premiers à le faire, on sera sûrement pas les derniers. Par contre, on essaie d'y mettre beaucoup de cœur et d'intelligence. Alors moi j'aimerais bien peut-être qu'on commence par toute la partie optimisation de la segmentation parce que on en voit tous les jours sur du LinkedIn notamment et tout le monde parle Hmm. de ciblage ultra qualifié etc. Et en gros ça c'est vraiment le mot magique on a l'impression. Pour autant sur le terrain et en réalité c'est pas vraiment ce qui se joue.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision et ton approche à toi? Est-ce que ce que tu vois aussi de ton côté? Ouais, très clair, effectivement. Pour remettre un peu de contexte, quand on parle de ciblage, on parle de deux choses. Un, à quelles entreprises je veux parler. Deux, à quelles personnes dans ces entreprises je veux parler. Et il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte lorsqu'on fait un ciblage et ça va expliquer pourquoi sur le terrain ça se passe pas si facilement que sur LinkedIn. Aujourd'hui, un marché a une profondeur, une limite. Elle est plus ou moins grande selon votre produit. Et vous avez aussi des équipes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion de timing. On peut pas appeler 10 000 boîtes en un jour. Donc, effectivement, première chose dans le ciblage, c'est de se dire quelle est ma profondeur de marché, quelles ressources j'ai en interne, et faire correspondre tout ça sous un format planning finalement. Je sais pas si je suis clair pour l'instant. C'est clair. Euh, Deuxième chose, donc le ciblage le plus efficace, c'est l'ABM, Account Based Marketing. C'est vrai qu'on c'est un mot qu'on voit souvent. L'ABM, ça veut dire qu'on va parler à des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, chez Jobleads, et on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, largement, on contacte des entreprises, pas les gens. C'est-à-dire que la recherche de base, elle part des entreprises. C'est un constat qui est très simple, mais pas toutes les boîtes le font. Ça change quand même pas mal de choses parce qu'on a beaucoup plus de données sur les boîtes que sur les gens, forcément. Sinon, on aura un problème de vie privée. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile de segmenter, et je vais y venir plus précisément, ces approches quand on cible des boîtes. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sur le mois de juin, j'aime faire toutes les boîtes qui sont entre 50 et 100 salariés qui recrutent et qui ont fait une levée de fonds. C'est précis. Il y a peut-être que 150 entreprises. Par contre, ça permet d'avoir un discours personnalisé, plus humain, de donner les bonnes billes aux sales pour aller faire la prospection. Et une fois qu'on a ces boîtes, effectivement, on va aller chercher les personas et les lignes directes. Donc, dit comme ça a l'air ultra facile. Ça. Concrètement, comment ça se met en place? Ouais, effectivement. Première chose, nous, ce qu'on fait avec tous nos clients, c'est de faire des tier lists. La tier list, c'est un concept très simple qui consiste à mettre des priorités. C'est de lister à tous les secteurs de boîtes ce que j'appelle des typologies d'entreprises. Donc, c'est pas une boîte en particulier, mais c'est, comme je l'ai dit juste avant, un secteur d'entreprise qui va ressembler à telle et telle caractéristique et les lister. OK, en premier, moi, je vais abattre ça. En second, je vais abattre ça. En troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, jusqu'à qu'on arrive à la fin ou jusqu'à qu'on ait plus d'idées. Moi, je dis très souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Pas besoin de faire les 20 d'un coup. Voilà. Donc déjà, ça permet d'apporter aussi un rétro-planning à toute l'équipe. Se dire, 2024, on est ici, 2025, on est là. Pourquoi? Ben ça, après, ça correspond avec la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui, lui, veut passer de vendre à des petits comptes à du grand compte. Effectivement, son ciblage, dans le temps, va évoluer. Donc, première chose, c'est de faire des tier lists et d'établir peu ou prou la profondeur de marché de chacune. Pour se dire, OK, j'ai combien de boîtes dans tel secteur, j'en ai combien. Et d'établir ensuite le temps que ça va prendre en fonction de vos ressources. C'est un Excel à 5 colonnes, hein. C'est tout con, hein, pas besoin de se prendre la tête, hein. Que jusqu'ici tu fais manuellement ou même là tu commences déjà en fait à l'automatiser ou à utiliser l'IA, tu vois là-dedans. L'IA, là, à ce moment-là, je vais juste l'utiliser pour aller plus vite sur la taille du marché. Ça peut être chiant de le chercher à la main, donc je vais m'aider de Gemini, notamment, qui en fait est connecté directement c'est l'IA de Google, hein, au moteur de recherche Google et qui en fait va utiliser les données SEO de tous les sites. Donc qui te permet d'être beaucoup plus précis sur la recherche comme ça, de la veille de marché, si on peut l'appeler comme ça. D'accord, ok, très clair. Et du coup ensuite c'est quoi les next steps? Next step, c'est se dire à quel personnage je veux parler dans chaque secteur. Peut-être que dans le secteur 1, on a 3 personas. Peut-être que dans le secteur 2, on a 4 personas qui sont importants et c'est peut-être pas les mêmes. Je reste large hein, pour que ça corresponde à tout le monde. Mais secteur 1, peut-être que le DSI, il est hyper décisionnaire sur ce secteur-là parce que c'est comme ça. Peut-être que le secteur 2, c'est le CTO. On ne sait pas pourquoi, mais on s'en est rendu compte. Il y a aussi des choses très informelles dans certains secteurs qui sont importants à prendre en compte. Donc, on va lister ces personas. Là, on a fait notre ciblage. On a fait notre ciblage ABM, on a fait notre ciblage persona. Évidemment, chose hyper importante, bah, le ciblage, il est en lien avec vos offres, avec ce que vous vendez. Et c'est pour ça que en amont, si par nous en interne, on a des clients qui sont pas, qui ont leurs offres, mais qui sont pas sûrs vraiment
c'est très compliqué pour eux d'établir un ciblage, c'est qu'il y a un problème au niveau de la compréhension des offres. C'est pour ça qu'on va faire un CAB, un outil très simple, voire même un CABP exactement, c'est-à-dire caractéristiques, avantages, bénéfices, problème. Et à partir des pains, faire un ciblage. J'ai l'impression que quand même beaucoup, alors ça dépend peut-être le niveau de maturité, mais que beaucoup de personnes en fait le prennent un peu à l'envers et veulent pas faire de la magie, mais en gros veulent taper un peu partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des problèmes de prospection, puisque en fait, bah, tout le monde tape partout et se dit bon, bah, on verra bien ce qui va résonner. Et du coup, ce que tu mets en avant quand même, c'est que on a quand même ce travail-là qui est à faire en amont, bon, Ouais. qui nous paraît logique, mais qui est encore pas bien, pas bien mis en pratique. Non, pas vraiment. C'est pas une coutume en entreprise. Mais néanmoins, en fait, voilà, il y a, comme tu le disais, il y a des réalités terrain. Aujourd'hui, on a des clients, nous, qui, sur la tier list, vont cibler 3 secteurs en même temps parce qu'ils ont besoin de tester. Pas toutes les boîtes ont 10 ans comment dire, de track record. Donc, effectivement, parfois, on a besoin de tester. Mais c'est toujours fait dans une démarche intelligente et anticipée. C'est pas juste sortir des listes de DSI sorties de nulle part, quoi. Et donc ensuite, je me doute qu'il y a une étape justement qui va être l'enrichissement de notre liste avec des informations qui Hmm. sont pertinentes. Est-ce qu'avant d'arriver là, il y a un autre step peut-être qui est important ou on peut aborder ce point-là? Un tout petit step, mais en fait, c'est toujours dans l'enrichissement. C'est avoir, et c'est aussi l'avantage de passer par des agences comme nous, sans vouloir vendre mon produit, mais en gros, quand moi, je fais ça tous les jours, et donc quand tu vas me donner un secteur, parfois on va être proactif aussi sur certains secteurs qui peuvent être intéressants pour toi, et surtout dans la recherche des entreprises, on va avoir quelques billes lors de la recherche vraiment opérationnelle des boîtes, des caractéristiques pour pouvoir être un petit peu plus exhaustif. Et dernière chose, c'est aussi de consigner dans une base de données que nous on a en interne, CTO, on en avait parlé justement lors de notre premier rendez-vous. Je vais prendre un exemple plus clair, Head of Sales, directeur commercial, ça se dit de 36 façons différentes. C'est aussi important de consigner ça d'un côté pour être le plus exhaustif dans sa recherche de persona. Et ensuite enrichissement. C'est Ouais, parti. très clair. Je te laisse dérouler. Alors c'est parti enrichissement. Ouais, l'enrichissement à l'oral, ça peut être chiant. C'est une cascade d'outils. C'est aussi beaucoup d'IA pour le coup. Là, on va y venir. J'aimerais le montrer, mais franchement, ça va être trop long. En fait, c'est tout simplement pour pas rentrer dans le bullshit. On a des sites web, on a des pages LinkedIn. Tout ça, ça se scrape, ça s'extrait. Et derrière, on peut faire ce qu'on veut avec la data. Je vais vous donner un exemple très concret d'un de nos clients. C'est une boîte qui permet aux e-commerce du prêt-à-porter de pouvoir scanner son corps avec son portable et d'avoir la chemise qui lui colle au corps bien moulante pour les samedis soirs pour les gros bofs parmi nous et qui regardent ce podcast. Salut à vous les gars. Et en fait, Salut. donc ça te permet d'être vraiment solide sur ta chemise. Et eux, ce qui était important pour eux, c'était le CMS par exemple de l'entreprise. Ça, c'est des données qu'on peut retrouver sur le site web ou dans les métadonnées du site web, ou encore le produit qu'ils vendaient. Si c'était, je sais pas moi, de la lingerie, je suis pas bon en vêtements les gars, de la lingerie, des chaussures. Et ça permettait aussi de segmenter leur approche. C'est pour ça que nous, on dit qu'on fait de la data sur mesure. Ça dépend de chaque cas d'usage, de segmenter leur approche et d'avoir un discours différent pour chacun des types de produits qu'on a anticipés à l'avance. Alors donc enfin tout m'intéresse, mais du coup ce point-là me fait réagir parce qu'en fait quand j'entends ça, je me dis en fait c'est ça en fait qu'on entend et qu'on voit. Je me doute que tu dois avoir différents acteurs. En gros, en quoi vous vous différenciez et comment on reconnaît en fait un bon ciblage d'un mauvais ou tu vois d'une bonne approche, d'une mauvaise approche? Est-ce qu'on peut l'identifier en amont? C'est une bonne question que je me suis jamais vraiment posée pour être franc. Pour moi, un mauvais ciblage, au-delà du fait qu'il soit bordélique, si je peux me permettre, c'est-à-dire fouillis, quoi. C'est surtout un ciblage qui va pas forcément correspondre aux problèmes que tu règles. Ça, c'est des choses qu'on a rencontrées. C'est pour ça que c'est important de remettre les bénéfices en face des problèmes, des douleurs qu'on résout. Et pour les approches, c'est pareil en fait. Si pourquoi nous on fait tout ça, c'est parce que de savoir. Enfin, je vais reprendre l'exemple que je viens de prendre sur les chaussures, les lingeries, etc. La marque, enfin les marques qui vendent des chaussures en ligne et celles qui vendent de la lingerie, elles ont pas les mêmes douleurs.
Et aujourd'hui, dans l'ère où tout le monde envoie des Wallaxy, des Lemlist à toute berzingue, c'est le bon moment pour, pour avoir une approche différente. Et en fait, c'est comme tout. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un en face de toi, t'aimes le considérer ou surtout t'aimes être considéré. On va pas se mentir, on est tous égoïstes un peu au fond. Et donc, en fait, c'est une simple réflexion humaine. Donc, un mauvais ciblage, c'est un ciblage qui est trop axé sur ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, mais pas ce qui correspond aux douleurs du marché que vous réglez. Et une mauvaise approche, c'est une approche pareille, sur ce que vous voulez vendre et pas sur ce que le prospect attend comme solution. Je sais pas si tu vois bien sûr que tu vois la nuance, mais Ouais. c'est ce que j'ai été clair en tout cas. Oui, oui, et d'ailleurs, alors ça me fait venir sur un point. Peut-être que j'avance déjà sur un autre sujet, mais peut-être qu'on peut rester, enfin, on va rester dans le même. Mais euh, comment tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour aider les personnes qui ont peut-être encore cette vision justement du framework que tu donnais, qui est pas clair. Par exemple, bah, je connais pas vraiment les pains, je connais pas vraiment en fait les bénéfices qui sont attendus parce que j'ai pas assez travaillé mon marché. Donc en fait, bah, j'y vais un peu à l'aveugle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA peut permettre en fait d'avoir quelques raccourcis par rapport à ça, ou au contraire de nous aider dans cette construction? Effectivement, tu peux t'aider de l'IA. Donc moi, je conseille à tout le monde à un moment donné de refaire un CAB, un CABP, un CAB problème. Et ensuite, effectivement, de le travailler avec l'IA parce qu'elle a une tonne de données qui peuvent vous aider. Nous, on l'utilise beaucoup. C'est vrai, parfois, on repasse les CAB également dans ChatGPT pour avoir plus d'idées, plus de précision aussi dans les mots choisis. Donc, effectivement, on peut l'utiliser. Néanmoins, et c'est ma vision, hein, tu le sais, si vraiment vous êtes à zéro sur ce côté-là, c'est pas ChatGPT qui va vous aider. Il faut appeler vos clients, il faut appeler vos prospects. À un moment donné, il faut sortir le téléphone, quoi. Faut pas rêver et leur dire et se faire passer pour un stagiaire, on met son ego de côté. On m'a demandé de vous appeler, monsieur. Je sais même pas pourquoi je vous appelle. Je veux savoir. Aujourd'hui, ma boîte elle vend ça. J'ai besoin de savoir si ça vous aide ou pas. Le truc le plus con du monde, et c'est toi non qui disait le CEO de Galaxy. Les gars, à un moment donné, envoyez des messages, appelez quoi, et vous allez pouvoir rapidement savoir où vous situez si vraiment vous partez de rien. Mais après, effectivement, faire une passe par l'IA, c'est pertinent. Quel est le niveau de maturité ou d'avancement des boîtes qui viennent te solliciter aujourd'hui pour ce genre de besoin-là? Je te dirais qu'au début, c'était donc au début de l'aventure Job Leads. On est toujours au début, ça fait 9 mois, mais à la genèse de l'aventure Job Leads, c'était surtout des petites boîtes qui venaient de se lancer. Et à force de preuves sociales, etc. Aujourd'hui, on travaille avec des gros groupes, des très grands groupes, des ETI et des startups, effectivement, qui sont déjà quand même assez avancées. Donc, je te dirais que ça a progressé dans le temps. Aujourd'hui, on travaille avec des boîtes qui ont quand même une petite idée de à qui elles veulent parler. Il va y avoir deux douleurs qui ressortent. Un, effectivement, faire ce travail et les challenger un petit peu parce que pas tout le monde a les clés commerciales en tête, hein, les clés de compréhension. Il n'y a pas toute la terre qui connaît le CAB. Donc, ça permet aussi d'enfoncer des portes ouvertes. C'est tout le principe d'un coaching également. Et les deuxièmes cas, c'est des boîtes qui sont un petit peu plus avancées sur ce côté-là, mais qui en fait ne savent pas comment correctement aller chercher cette donnée. Et surtout, et ça c'est un truc qu'on a remarqué chez toutes les boîtes, il y a un manque de priorisation. Les gens, par FOMO finalement, et je comprends, hein, c'est pas une critique, hein, ne veulent pas prioriser parce qu'ils se disent si j'appelle pas ce secteur-là maintenant, ça va me passer sous le nez. Et alors qu'en fait, ça met les sales dans une posture complètement chaotique qui est pas la bonne. Je vais continuer à te lancer sur le sujet parce que je sens que tu es en train de te chauffer, mais c'est quoi les autres mauvaises pratiques ou les autres triggers vraiment que tu vois régulièrement? Bon, tu en avais parlé avec véhémence la dernière fois, mais je sais qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur parce que ça vient vraiment parasiter et même toxifier le travail de nos commerciaux. Effectivement, on avait parlé de plusieurs sujets. En tout cas, moi, dans mon expérience commerciale, donc il y a la data, le ciblage, et pourquoi c'est vraiment important de prioriser et tout. En fait, c'est pour un truc très simple. Aujourd'hui, les commerciaux, aujourd'hui les commer- aujourd'hui les commerciaux ne travaillent pas que pour l'argent, c'est un mythe. On a, on vend un produit, il résout un problème. Quand tu appelles quelqu'un et que tu sais exactement pourquoi tu l'aides, tout de suite, c'est différent. Je vais passer pour un gros misogyne, mais c'est pas grave. Sur un exemple tout con. Ça, c'est souvent mon associé qui l'emploie pour se donner un peu de peps dans la prospection.
il y a une meuf magnifique, hyper belle, et chacun mettra son curseur où il veut, fait tomber un portefeuille par terre. Vous le ramassez et vous lui dites, Madame, Madame, tenez votre portefeuille. Elle vous dit, non, non, mais encore un gros lourdin qui veut me draguer. Peut-être. Mais moi, j'ai ton portefeuille, en fait. J'ai ton portefeuille. Donc, tout de suite, ça débloque les barrières mentales d'avoir un motif d'aborder cette personne. Tu vois où je veux en venir à travers la métaphore. Et donc, le ciblage, ça sert aussi à ça. C'est dire, les gars, on cible ces boîtes-là dans telle timeline parce que ces boîtes-là ont problème, problème, problème et on va les aider avec bénéfice, bénéfice, bénéfice. Tout de suite, c'est plus clair. Ouais, très clair. Et moi, ça, je l'ai Ouais, vécu très et clair. je suis parti en live à cause de ça. Bon, donc du coup, on ramasse les portefeuilles et on met des chemises bien cintrées. C'est une bonne solution déjà. Bon, ok. Ok, très bien. Pour continuer dans notre échange, est-ce qu'il y a un next step du coup que tu veux montrer ou aborder? Je peux montrer effectivement quelques outils vraiment opérationnels avec l'IA que je trouve intéressants. Nous, on a trois Je, cas d'usage qu'on. Ouais. ouais, je sais que ça, c'était un point que tu m'avais mentionné, comme quoi la stack d'outils qui était donnée aux commerciaux était aberrante et bien Ah oui. souvent trop importante. Et en effet, je me dis, t'es patron de boîte, tu vis pas dans l'écosystème dans l'écosystème Startup Nation, et du coup, tu te retrouves avec des Lemnis, des Wallaxy, des outils à gogo. Tu te retrouves, je pense, avec déjà un budget pour la stack qui est juste monstrueux, et deux, tes commerciaux en fait qui sont complètement perdus. C'est quoi ton avis là-dessus ou ta vision? Ben, j'ai un chiffre très clair, c'est 7. C'est l'étude Salesforce 2023. C'est en moyenne, les commerciaux ont 7 outils pour vendre. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop et souvent il y a des doublons. Euh, et en plus c'est mal utilisé. C'est-à-dire que les outils, c'est comme tous les outils, hein, c'est un marteau. Il y a des mecs qui plantent des clous à la perfection et d'autres qui les plantent de travers, alors que c'est le même outil. Donc effectivement, il y a un côté un peu feignant qui va ressortir dans l'utilisation des outils, de se dire en tant que manager, j'ai filé des outils à mes gars, c'est leur faute s'ils y arrivent pas. Non mais c'est vrai. Nous on l'a entendu plein de fois. Oui, tu sais dans les rendez-vous, dans les R2 ou dans les R1 pardon, où on va creuser un petit peu. Souvent t'as ce qui ressort. Ouais mais j'ai donné des outils moi à mes commerciaux. Ah non mais super. Il y a personne qui les a abordés. Les mecs ils ont 40 ans, ils pipent rien à l'emlist. J'ai pas de problème. Enfin, je critique pas, mais à un moment donné, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins comment dire accessibles dans la compréhension d'un outil. C'est comme ça, on n'est pas tous égaux face à la technologie, comme on n'est pas tous égaux face au tennis. Moi, je suis une brêle au tennis, bon ben j'ai arrêté le tennis. Voilà. Et donc ça, premier point, c'est les managers effectivement qui vont un peu se dédouaner et se dire ok, j'ai filé des outils. Et ensuite, les commerciaux ils se retrouvent avec ces outils, ils savent les utiliser moyennement. Ils se cassent un peu les dents, parfois ça marche pas, mais ils savent pas pourquoi. Et en plus, le CEO derrière, qui c'est lui qui crache l'oseille, eh ben, il a des outils qui font doublon. J'ai déjà vu des boîtes avec Wallaxy et Lemlist. Ouais, bah, et super, mais c'est la même chose en fait, les gars. Ou alors la Growth Machine et Lemlist. Je vous adore, tous les fondateurs de ces outils, c'est super ce que vous faites. Néanmoins, il y a quand même des caractéristiques qui sont communes entre tous les outils. Je pense qu'à un moment donné, il faut choisir un seul outil, apprendre à le maîtriser, payer un consultant ou un mec qui gère ça en interne. Et ça pour tous les outils. On employait beaucoup de fois le mot outil. Je pense que ça vient aussi beaucoup d'une mauvaise conscience de comment si on parle de stratégie commerciale, mais on peut aussi parler de stratégie d'équipement. Et donc Mm. je pense qu'il n'y a pas de conscience dessus. Si on doit justement faire économiser de l'argent au CEO et arrêter de blinder nos commerciaux, ce serait quoi? Soit la bonne stack d'outils ou le process de réflexion dans lequel on doit se mettre pour justement se dire bon bah voilà, bah j'ai tel état d'étape à construire, donc bah, j'ai tel et tel outil en fait à Ouais. privilégier. Je vais essayer d'aborder les deux, même si sur la stack d'outils, ça dépend vraiment de chacun. Première étape de réflexion, c'est aussi en fonction bah, ça revient toujours à la même chose, le ciblage. C'est en fonction des cibles que tu as, les outils qui sont enfin, les fonctionnalités que proposent les différents outils, lesquels sont les plus adaptés à ton marché. Donc, première chose. Ensuite, c'est tes besoins. Si toi, tu fais ton acquisition en cold email, Casper, ça sert à rien. Ça peut être bête, mais effectivement, bon, bah, ça sert pas à grand chose. Tu vas payer pour rien, ou alors faut prendre le tout petit abonnement pour les besoins ponctuels. Ça, c'est quelque chose de très basique. Euh,
Ensuite, pour la partie stack d'outils, évidemment, on conseille un CRM à toutes les boîtes du monde et du monde entier. Donc, un CRM qui va être la clé de voûte de tout le système. Et ça, c'est un truc que je vois trop peu dans les boîtes. C'est-à-dire que le CRM, il est au centre de tout le système. Et tout doit revenir dans le CRM et repartir du CRM. Je parle en termes de data, vraiment. Tu utilises un lemlist, il doit pas être indépendant. Il doit être connecté au CRM pour permettre des interactions dans le CRM et pourquoi pas le CRM faire partir de la data dans le lemlist. Ça vaut pour ActiveCampaign, tout ce que vous voulez, même les outils de facturation comme PennyLane. Ça communique, mais le CRM est la clé de voûte. Et donc, à partir de ça, effectivement, choisir les bons outils pour la bonne cible. Le minimum, je dirais, des outils à avoir pour un sales, c'est un HubSpot. Moi, je kiffe énormément HubSpot parce que je trouve que pour la prospection, c'est le plus adapté, notamment grâce à un outil, pareil, qui est pas vraiment utilisé dans les boîtes, qui s'appelle List. Et tout simplement, c'est dans ta data, dans ton ciblage, ben, tu le remets dans le CRM à travers des listes et les commerciaux peuvent ensuite créer des files d'attente de tâches et se dire, OK, le jeudi, je me fais ce secteur-là qu'en 06, ce qu'on appelle chez Joblead une Roomba 06. Voilà, pour la petite info. Et ensuite, le vendredi, je me fais le même secteur, mais que les fixes. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes verbatims. T'as du barrage, c'est pas la même façon de faire que du num direct. Et donc ça, c'est des outils qui sont tout bêtes, mais qui changent la vie, vraiment, de segmenter dans son CRM. Et HubSpot est le plus à même de faire ça. Et en plus, les intégrations sont folles. Donc HubSpot, un TLM list ou Growth Machine, j'ai pas de préférence, pour faire partir des séquences, un peu d'acquise, de réassurance, ce que j'appelle de social warming. Et je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sèche. Redondant. Merci Julien. Le social warming, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, très simple. Finalement, c'est que de l'interaction humaine. C'est préchauffer un petit peu les prospects avant de les appeler, se faire connaître, envoyer un petit message vocal sur LinkedIn, mais qui est pas du tout dans la vente. Salut, je suis là. Je vois passer tes posts, c'est cool. J'aime bien ce que tu proposes sur LinkedIn. Et quand t'appelles, boum, là par contre, un peu plus d'agressivité entre guillemets. Je suis là pour prendre un rendez-vous. Donc, Lemlist, HubSpot, des outils d'enrichissement ou une boîte comme la nôtre, si effectivement vous n'avez pas le temps de créer vos listes, pas le temps de faire un ciblage qui va s'étaler sur un an et la flemme d'enrichir vous-même les outils pour éviter de payer une stack énorme aussi. Et donc, si vous passez pas par nous, les outils d'enrichissement, je pense à Full and Rich, Casper, le tout connecté au CRM. Et pour sortir ces boîtes, gros big up à Faro, qui est un outil vraiment exceptionnel. Et ensuite, pour les personas, SalesNav. C'est okay, plus exhaustif. Tu m'avais parlé déjà de Faro sur le call et oui, en effet, c'est plutôt quali, ouais. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Rudy, le commercial. Le seul truc de Faro, c'est que, et j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais il manque d'exhaustivité sur les personas. Ce qui peut parfois amener à ne pas avoir des gens qui apparaissent dans la base de données Faro alors qu'ils apparaîtraient sur SalesNav, et donc ça peut supprimer quelques opportunités. Est-ce que tu voulais nous partager ton écran peut-être pour imager 2-3 points? Ouais. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez vous régaler. Pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, qui nous écoutent sur Spotify, vous allez sur YouTube. On vous embrasse. Gros bisous. Moi, je t'embrasse, comme on disait à une époque en 2012. Alors attends, je vais sur TLDV et je vais retrouver le TLDV avec toi. Donc, ici, là, on a notre temps de parole. Donc, on se rend compte que j'ai parlé 63% du temps. Gros problème. J'ai bien fait mon taf de commercial. Putain, c'est clair, bravo. Donc là, après ça, nous, c'est effectivement un modèle de tag, comme vous voyez ici, c'est sales. Donc, ça te permet d'avoir un premier aperçu de ce que tu as fait correctement. Et donc là, on va venir prendre la transcription et j'ai créé un GPT. Il faut juste attendre un petit peu que la transcription, elle se copie correctement. Voilà, donc là, ce que tu fais, c'est quoi? Donc là, tu vas prendre la note du rendez-vous complet et tu vas la balancer sur ChatGPT. Exactement. Sans avoir du coup prompté, là quelqu'un qui nous regarde qui dit vas-y, j'ai un ChatGPT. Là, est-ce qu'il y a un prompt en amont qu'il faut faire ou qu'il faut programmer? Oui, ok, donc là on anticipe un peu alors.
Là, il y a un prompt à faire. Après, j'ai déjà fait l'outil, donc on pourra le mettre dans la description si tu veux, à des Parce que je différents sais que supports. parce que je sais que prompter justement GPT, pareil, c'est un sujet qui te tenait qui te tenait à cœur parce qu'on voit de tout et de n'importe quoi. Tu veux qu'on y revienne un petit peu avant de Ouais, passer à ça? je pense que ça peut être important, ouais. Eh ben, on va le montrer en live alors si c'est que ça. Je vais essayer de faire simple. Ça peut être complexe. Voilà, vous voyez le prompt, il est pas petit, hein. Ouais, il est costaud, ouais. Comment on fait un bon prompt? Un bon prompt, c'est ça, on le voit partout, c'est un rôle, effectivement. Il y a un petit côté émotionnel. Je sais pas si ça marche vraiment, mais je le mets dans le doute. Le contexte. Donc vraiment donner tout le contexte. Tu vois, tu as accès chaque semaine aux transcriptions transcriptions visio, pardon, effectuées par Vincent et Enzo. Donc je me suis qualifié comme CTO pour aller plus simple. Tu as de tout dans ces visios, des R1, des R2, des R3 et des rendez-vous. Donc là, je lui explique ce que c'est. R1, c'est rendez-vous de découverte, etc., etc. Ensuite, là, je lui ai fait un tableau. Donc ça, le format que vous voyez ici, c'est un format tableau. ChatGPT le comprend comme un tableau. Donc là, ici, on a les colonnes, type de rendez-vous, spécificité. Là, je lui ai expliqué à quoi servait chaque R1 et l'objectif. Ça, l'intérêt de faire ça, c'est qu'il ait les clés de compréhension nécessaires pour la tâche. Ensuite, objectif de la mission. Donc, établir un rapport solide et franc. Ça, c'est un mot solide, ça sert pas à grand chose. Et tu devras noter chacun des sujets suivants sur 100. Et là, pareil, je lui ai filé, donc que j'ai fait moi, la grille de scoring. Si je pose plus de 50% de questions ouvertes, j'ai 20 points. Plus de 30, j'ai 10 points. Moins de 30, j'ai moins 1 point. Tu vois la logique? Ouais. Ensuite, je lui file la méthode Arrive. C'est une méthode d'accueil des objections. Big up à Julien Bouygues d'ailleurs, c'est sa méthode. Ou alors la méthode Crack pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je lui donne le format. Ça, hyper important, c'est de lui fournir un format de réponse. Comme ça, en fait, vous avez quelque chose de constant à chaque appel, en fait, à chaque discussion avec ChatGPT, qui va vous permettre d'avoir une compréhension des informations beaucoup plus claire et même pour ChatGPT, de consigner au bon endroit son raisonnement. Et donc là, ce que vous voyez ici, les petites sortes de parenthèses esperluettes, je sais pas ce que c'est exactement, j'ai pas le bon, vont permettre à ChatGPT de comprendre qu'il doit remplir cette partie-là. Donc, je vais vous donner un exemple si vous voulez écrire un prompt tout bête. Donc là, en fait, vous allez écrire votre prompt, donc blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, lui, c'est la consigne. Et ici, il va comprendre. Donc, élément 1. Et donc là, il va comprendre qu'il va falloir qu'il mette l'élément 1 ici. Mais de manière systématique. C'est garanti à 100% que si tu fais ça, il va comprendre qu'il faut remplir l'espace. Ok. Mm. Je peux en montrer un plus petit rapidement. Donc là, Euh, pour ceux qui nous regardent en vidéo, donc là, tu as un prompt donc qui est Head of Sales. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir rencontré le sujet, les commerciaux n'ont pas accès à leur manager, dans la grande majorité des boîtes, à leur manager tout le temps. Et donc, si tu fais un rendez-vous, t'aimerais bien avoir un retour concret, pertinent, franc sur ta performance. C'est pour ça que chez JobLead, et on va y revenir ici rapidement dans TLDV, je le montre en 2.2. Là, on a fait une automatisation Zapier. Ça, c'est tous nos rendez-vous TLDV qui se mettent dans une base de données Notion automatiquement. Et on a le Automatiquement, ouais. retour IA. Et on a le retour IA qui se fait ici. Si là, c'est vite, c'est parce que l'automatisation, je l'ai fait hier. Pour être très franc. Le, Euh, le retour IA, du coup, c'est un retour IA donc que tu as prompté par rapport à des points spécifiques que tu nous as montré tout à l'heure là. c'est un lien avec ce même GPT. C'est le même D'accord. prompt que je t'ai montré juste avant. Et donc, de manière concrète, je vais vous montrer rapidement parce que ça va assez vite. Tu cliques sur analyser mon rendez-vous. Ici, tu copies donc ton rendez-vous. Donc là, on s'en fout de ce qu'il nous raconte. Et là, tu envoies ta transcription. Et voilà. Et là, tu as tout. Ok. Donc là, j'ai eu 28 sur 100. Globalement, je suis viré. Normalement, t'es viré. Donc là, il nous donne, donc là, il est en train de nous détailler l'analyse. Enfin, ouais, il nous fait l'analyse.
Ouais, Donc j'anticipe parce que là il est en train il est en ouais, train de nous dérouler. Est-ce qu'il va y avoir une partie recommandation, optimisation, amélioration là qui va arriver? ah bah, c'est ces deux-là. Avec le timecode. Là, il me dit à 0,52, Enzo parle longuement sans poser de questions ouvertes. Donc là, je peux aller voir directement dans mon TLDV. Clé d'action 1, préparer une liste. Clé d'action 2, utiliser des techniques de questionnement. En plus, ce prompt, ce GPT, il va être amené à évoluer. Je pense que je vais, dans le prompt, je vais lui donner toutes les techniques de vente pour qu'il puisse donner des clés d'action encore plus poussées. Plus précis, plus poussé, ouais. Ok. Par Hyper exemple, intéressant. tu vois, j'ai oublié de fixer une échéance. Ben, ça me le dit. Et ça me donne des exemples de phrases. Ensuite, les points forts, etc. Après, nous, c'était un rendez-vous très informel, ce qu'on a fait. Donc, effectivement, c'est plus pertinent encore quand c'est un vrai rendez-vous sales. Malheureusement, je pourrais pas vous partager les transcriptions de tous mes rendez-vous, sinon il y Ouais, aura bien des sûr. infos que j'ai pas forcément envie de. C'est hyper fort et hyper intéressant là ce que tu montres. Et je me doute que plus tu vas prompter pour définir la personnalité du rôle en question, parce que donc là tu nous as montré, mais je pense pas que tu sois rentré vraiment genre dans l'ultra détail du rôle, mais plus on va réussir à le faire et plus en fait ça va nous permettre vraiment et pour le sales d'avoir un retour immédiat sur sur les clés d'optimisation. Super ce que tu as montré là. Mais en fait, j'en discutais avec un client hier. Il me disait, en fait, on lui vend un module workflow où on lui installe son CRM, mais aussi on met toutes les automatisations, etc., en place pour plein de sujets, même factu, etc. Et il me disait, ouais, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des workflows comme celui-ci? Et je lui dis, te leurre pas. Tu vas avoir deux commerciaux dans ta boîte, tu es le seul fondateur, t'as pas de directeur commercial. Tu pourras pas lui faire des retours tout le temps. Il va se sentir seul, ton gars. C'est sûr. Et ça fait partie du jeu. Mais donc, moi, je l'ai vécu. J'aurais, j'aurais tellement aimé avoir un outil comme ça. Parce que quand tu débutes, quand tu es junior et que tu as un directeur commercial qui est volatile et qui va faire que des dîners avec les clients historiques ou alors qu'il n'y en a pas du tout, bah en fait, tu es seul avec toi-même pour progresser. Donc tout le temps, ouais, les commerciaux ci, les commerciaux ça. C'est quoi les outils de progression aujourd'hui? À part payer un coach, comme Enzo ou d'autres, effectivement, mais Enzo, il peut pas être là tous les jours, c'est pas possible. C'est pour ça Donc à que un je suis moment là. donné, Hein, il faut quelque chose de continu. voilà, vous pouvez appeler Enzo, vous pouvez m'appeler aussi. Voilà. C'est vrai. Vous pouvez appeler Julien. Julien qui est très performant dans la question ouverte et dans le closing. Exactement. Ok. Est-ce que euh, ça, en fait, c'est à qui de le prompter? Parce que je me dis, le sales qui n'a pas la vision de la partie head of sales, ça, c'est dur pour lui de le faire. En fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ouais. Donc, comment il peut en arriver à prompter en se disant, bon, bah, moi, j'ai le cas, tu vois, j'accompagne une commerciale là qui est dans la, qui est dans la sécurité. C'est des trucs qui sont ultra techniques. Les avant-ventes, ils sont pas souvent dispo. Le directeur commercial, il est sur le terrain et puis il est pas enfin, c'est pas son truc, tu vois, Ouais. de transmettre. Donc la sales, elle est un peu solo, tu vois. Là, comment elle pourrait bah, faire en sorte d'aller se prompter un truc comme ça, sans pour autant avoir peut-être les insights qui permettraient justement d'étoffer ce rôle-là. C'est une bonne question, c'est une très bonne question qui est lourde de conséquences en plus sur si tu arrives à le faire. Je pense que moi, en tout cas, le travail de réflexion que j'ai eu pour faire ce prompt, c'est de me dire c'est quoi pour moi un rendez-vous idéal pour ma boîte. Tu vois, comment je souhaite exécuter un rendez-vous, comment je souhaite que mon prospect ou mon client reparte de ce rendez-vous aussi, c'est important, avec quelle idée de moi, de ma boîte, de mon service. Prenez juste un Excel et voilà. Et de toute façon, les structures de rendez-vous, il y en a trois. Il y a R1, R2, R3. C'est quoi mon R1 et à quel objectif je vais arriver? C'est quoi mon R2, ainsi de suite. Ensuite, effectivement, vous pouvez, dans la partie contexte, donner du contexte sur ce que vous vendez, votre produit. Et là, on revient avec le fameux CAB. Vous pouvez lui donner votre CAB. Caractéristiques, avantages, bénéfices de chaque offre. Voilà mon CAB, il sait ce que c'est. Hein. Voilà mon CAB. Effectivement, les questions que je dois poser à mon client et les réponses attendues doivent correspondre parmi cette matrice. Ensuite, c'est là où effectivement vous pouvez, comme des podcasts comme celui-ci ou d'autres ressources, euh, créer une grille finalement d'évaluation sur des points très précis sales, le nombre de questions ouvertes, si vos réponses elles répondent réellement aux questions du client et plein d'autres peut-être plein d'autres aspects comme comment s'est senti le client,
le monologue, enfin le taux de monologue, le débit de parole, les mots utilisés, si c'est complexe, simple, etc. Et en fait, il faut rester dans la simplicité et se dire c'est quoi moi l'image que je veux donner à chacune des trois étapes et derrière le retranscrire à travers un prompt. Et évidemment, ChatGPT est le plus qualifié du monde pour vous aider à faire des prompts. Hein. Faut pas Tu l'oublier. peux peut-être détailler un peu ça? En fait, vous pouvez donner votre idée euh, comme elle vient, sans la structurer comme un prompt, et demander à ChatGPT de structurer votre idée dans un prompt bien précis, évidemment, toujours en le spécifiant où vous voulez aller et le contexte de votre demande. Et ensuite, lui fera le prompt tout carré. Ouais. Je vais apporter un petit point sur ça. Je pense que on en revient un peu toujours à la base. C'est que pour moi, alors on parle beaucoup d'empathie dans le sales, mais je pense qu'en fait, c'est déjà trop bullshité. Et deux, en fait, pour moi, le bon sales, il est curieux, mais curieux sincèrement. Et Hmm. typiquement, aller challenger en fait l'IA et notamment, par exemple, se dire, bah, tu vois, par exemple, je connais pas du tout la personnalité d'un DSI. Je sais pas en fait c'est quoi ses pains, c'est quoi Ouais. ses attendus. Bah, en gros, je vais aller être curieux avec ChatGPT pour dire, bah, en gros, tu es un DSI de tant de trucs, etc., tant d'années, c'est quoi tes... Et je vais juste essayer de comprendre mon profil, même si bien évidemment ça va être du ChatGPT, mais ensuite en partant du principe que je vais aller vraiment ouais, être curieux, challenger, poser des questions. Tu peux même te dire, bah tiens, là, ok, j'ai une personnalité d'un DSI, je vais prendre une autre personnalité en parallèle, par exemple un VP Sales, et qui est en train d'échanger avec un DSI. Et tu vois, je vais essayer de récupérer un max d'infos. Je pense qu'en fait, quand tu es vraiment curieux, tu arrives finalement à avoir des prompts au final qui peuvent être vraiment très quali, quoi, par rapport à ce que tu mettais en avant. Même si pour reprendre notre exemple, même si la sales, elle n'a pas la connaissance de, ok, je veux bien prompter un GPT en mode head of sales, mais je sais pas comment ça marche. Je pense qu'en fait, tu peux quand même trouver finalement les infos que tu as besoin et ChatGPT peut vraiment t'aider là-dedans. Ouais, je suis vraiment d'accord. Merci Julien de le remettre un peu en perspective et aussi de simplifier la démarche. C'est hyper pertinent et petit conseil pour aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, même en chat GPT gratuit avec le nouveau modèle GPT-4o, vous pouvez upload des fichiers Excel, enfin CSV, peu importe. Donc en fait, vous mettez tout à travers le travail de ciblage, tous vos personas. Nous, on le fait avec certaines boîtes. Hein. Quand par exemple, on travaille avec des entreprises où moi je connais pas du tout les personas, on fait un gros notion. Je peux vous montrer, honnêtement, je peux vous montrer en 2-2. C'est bon, on voit Donc l'écran là. là, ici, c'est tous les intitulés de poste. Et donc là, effectivement, on les a regroupés grâce à l'IA. Donc directeur IT, directeur R&D, responsable IT. On a complété si c'est décisionnaire ou pas. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec la majorité de nos clients. Et c'est ça dans le ciblage, avec des priorités. Ici, on n'a pas fini ce travail avec cette boîte. Et là, on va mettre des priorités. Ok, si je trouve une entreprise, qui je vais en premier? Parce qu'en fait, aucune boîte n'a le budget pour mettre 40 personnes par entreprise. Donc là aussi, il y a des priorités qui sont autant budgétaires qu'en termes d'approche sales. Et là, pour rebondir sur ce que tu disais, on a l'explication du poste de la personne. J'ai fait un prompt très simple. On aurait pu effectivement, comme tu le dis, aller plus loin et demander à ChatGPT de nous mettre les douleurs, les pains, etc. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire dans un Excel tout simplement sous la même structure. Est-ce que aujourd'hui, dans ton approche, par exemple, quelqu'un qui viendrait te voir et qui a pas segmenté enfin, qui a pas segmenté sa liste et qui ne connaît pas non plus, par exemple, le multitrading et qui sait pas par où commencer, par quel poste, etc. De quelle manière, en fait, aujourd'hui, on peut utiliser l'IA pour nous aider dans justement le ciblage de l'interlocuteur clé? Bah, on en avait parlé, mais typiquement, si je vais aller proposer des services de coaching, je vais pas forcément aller voir le head of sales parce que je vais arriver en tant que concurrent. Donc, quel est le meilleur Ouais. interlocuteur, tu vois, que je peux cibler et comment l'IA en fait peut nous aider justement dans ce ciblage d'interlocuteur ou décisionnaire qui est clé. Première chose que tu peux faire, et ça revient toujours à la base, c'est en fonction de tes offres et des douleurs que tu vas régler, demander à l'IA de mettre en face des personas qui seraient clés et en fonction aussi de ton cycle de vente, de ce que tu veux faire. Il y a finalement il y a je dirais trois objectifs dans un cycle de vente. C'est soit tu vas chercher les champions, notamment dans des grands groupes ou du grand compte, les champions. Donc les champions, c'est la personne n'est pas décisionnaire, c'est pas elle qui paye. Par contre, elle est en maîtrise du sujet. Et ensuite, grâce à ce champion, tu vas t'en servir de levier
pour aller chercher le décideur. Donc là, c'est une stratégie qui est différente. La troisième, c'est d'aller parler à celui qui a vraiment la douleur, mais qui n'a aucun pouvoir de décision pour aller mapper un peu d'infos. Je pense au coaching. Il y a des boîtes, et nous, on l'a fait même sur les listes. À un moment donné, on contactait les SDR direct pour leur demander comment ça se passe les listes chez vous. Et après, on remontait voir le head of SDR et lui dire, gars, tes SDR, ils sont pas contents, on a ça, ça, ça. Parfois, ça peut être mal pris, il faut le faire de la bonne manière. Là, je le résume, hein. Mais ça peut être aussi très bien pris parce que c'est une démarche qui est vraiment proactive. Donc, objectif 1, je cible le mec qui est pile dans la douleur. Objectif 2, le champion qui est en maîtrise du sujet. Objectif 3, le décisionnaire. Donc ça dépend toujours de la taille d'entreprise en général. Euh, donc, tu définis cette stratégie, les douleurs que tu règles, tes offres, et ensuite, tu demandes à ChatGPT de te mettre des personas en face. Et il va te les trouver, hein, Très clair. sans aucun problème. Très clair. Et est-ce que du coup tu as d'autres conseils ou manières de bien préparer ces RDV justement grâce à l'IA? Ouais, effectivement, tu fais bien de rebondir là-dessus, on en avait parlé. Euh, En gros, aujourd'hui, nous, notre process de vente, pour vous donner un exemple, c'est qu'on fait un R0 avant le R1. C'est quoi le R0? C'est-à-dire que on a pris le rendez-vous avec la personne le jeudi. Et ben mardi, il va recevoir un coup de fil de 10 minutes où on va venir requalifier quelques infos. Alors, soit c'est pas si segmenté que ça, soit on le fait directement dans le call si effectivement la discussion s'entame correctement, qu'il y a un bon feeling et que le mec a un peu de temps, mais on va venir chercher approfondir le call un petit peu plus loin. Et ça, c'est dans notre stratégie parce qu'en fait, on est qu'aujourd'hui deux dans la boîte. On peut pas se permettre d'avoir des R1 à gogo. Donc, on qualifie quand même pas mal en amont. Et ensuite, lors du R1, ça te permet d'avoir un peu plus d'infos. Donc là, préparation très informelle que tu peux consigner dans ton CRM. Ensuite, tu fais ton R1, donc la full question. Et là, et c'est là où l'IA rentre en jeu, dans ton R2, tu arrives dans tous les cas avec une reformulation du R1 sur son contexte, ses besoins, les points clés que vous vous êtes dit, et tu reboucles avant de commencer le R2 et la présentation de ton offre. Ça permet de revalider avec ton interlocuteur tous les points importants et de ne pas avoir de zone d'ombre. Ça, c'est un travail, pardon, c'est un travail qui est chronophage s'il est fait à la mano. L'IA, elle est très très forte pour résumer les choses. Donc nous, c'est ce qu'on fait systématiquement avec un GPT également et qu'on t'avait montré, je crois, où on fait des prépas de rendez-vous pour chaque R2 et on revalide avec le client chacun des points et ça nous prend 1 minute. Et on peut rajouter que c'est cadeau aussi pour le mettre dans le CRM qui est bien évidemment, on le sait, très souvent bien rempli de son côté. Mais si on veut encore plus et si on veut encore mieux le remplir, l'IA peut vraiment aussi être un bon allié là-dessus. Surtout que ça peut se faire automatiquement. Dès que vous faites un R1, c'est consigné dans TLDV, vous envoyez ça à un Zapier qui va le mettre dans le CRM et votre prépa de rendez-vous, elle est là en 10 minutes pour le prochain rendez-vous. Et ça permet même au manager d'aller très vite dans la réception du rendez-vous. Ouais, ok. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'on a de moins en moins d'excuses pour pas remplir notre CRM. Bah ouais, malheureusement ou heureusement. Ça dépend de quel Bon. côté on se passe. Enzo, on a balayé beaucoup de points. Je te remercie pour toute la valeur que tu as apportée. Est-ce que il y avait un autre sujet ou un autre truc qui était important pour toi de partager qu'on n'aurait pas balayé sur cet épisode? J'en ai parlé un petit peu. Le dernier point, c'est comme je dis, moi j'ai deux phrases qui m'animent dans mon travail. C'est le mieux et l'ennemi du bien. Effectivement, l'IA c'est cool. Effectivement, faire des séquences l'ennemi c'est cool. Parfois, il suffit juste de faire une liste simple et de contacter ses clients et d'aller chercher du business et arrêter de se trouver des excuses. Et deuxième chose, c'est que quand on commence mal quelque chose dans la vie, on finit rarement bien. Parfois, c'est beaucoup plus important de prendre un peu de temps pour faire son plan, établir sa stratégie, mettre toutes les personnes qui sont importantes dans le processus, valider et ensuite commencer. Mais tout ça doit se faire dans des temps limités, compressés et les décisions doivent se prendre rapidement. Mais c'est pas antinomique. Et je vais finir une dernière chose avec une théorie hyper intéressante qui rebondit là-dessus. Aujourd'hui, je suis en Asie, c'est un super pays. Et nos cultures, j'ai remarqué, sont différenciées. Et vous allez voir, ça a vraiment un lien avec le sales par un point majeur. En Occident, on a du mal avec la contradiction. C'est soit A, soit B. Alors qu'en Asie, eux, ils sont beaucoup dans la nuance. Et je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. La Chine, c'est un pays communiste, pourtant ultra capitaliste. Ça, en Occident, c'est impossible. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la nuance est de mise, et même dans le sales, et dans la façon dont vous allez faire du sales,
il y a pas d'extrême et c'est pour ça que je parle de simplicité. C'est pas parce que on fait un plan et de la stratégie que ça doit prendre 6 mois. J'ai beaucoup aimé ton dernier point. Je me permets du coup de le compléter avec ce que j'ai compris et ce à quoi ça me fait écho. C'est que les gens cherchent toujours un peu la recette magique et de récupérer en fait des best practices à droite et à gauche, et que aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, avec l'éducation et la sophistication à la fois du marché et des prospects, on est obligé en fait d'être dans la nuance. C'est-à-dire, on peut pas se dire bon bah il y a telle stratégie, c'est sûr en fait qu'on va la mettre en place de l'autre côté. Si on n'a pas cette nuance et si on n'a pas en fait cette agilité dans la construction de ce qu'on est en train de faire, et qu'on surtout on se le personnalise pas par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, ça sert à rien, et en fait on va droit dans le mur. Donc j'ai vraiment surapprécié ton point sur la nuance. Ouais. Non, c'est important. Je le dis très humblement de mon jeune âge. J'ai vu que même tous les sujets dans la vie, et parfois c'est pas facile, hein, même quand il y a de l'émotionnel et tout qui rentre en compte. Il y a beaucoup d'émotionnel dans le sales, mais que les choses elles sont réglées par la nuance, par le fait de pas être extrême et de prendre un peu les deux poids deux mesures de chaque côté, quoi. Et ça vaut, et c'est pareil comme tu dis, pour rebondir là-dessus rapidement. Effectivement, c'est bien beau le dernier hack, il est sûrement pas adapté pour vous. Il faut le prendre, mais il faut surtout comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avant de savoir faire des prompts et d'appliquer des frameworks à la con, il faut surtout comprendre comment marche une intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage. Il n'y a rien d'intelligent aujourd'hui dans une intelligence artificielle. C'est que des maths, c'est que de la stat à grande échelle avec des milliards d'itérations peut-être à la minute, ce qui fait qu'on a cette impression-là. C'est de la récolte de données à grande échelle. C'est aussi des scandales humanitaires, l'intelligence artificielle. Je suis désolé, mais le tri des infos de l'intelligence artificielle, il y a bien un moment donné au départ, et vous irez voir sur Internet, c'est fait au Kenya par des petites mains sous-payées et qui voient des vidéos horribles et des infos horribles qui ils doivent donner à l'IA le fait que c'est une bonne ou une mauvaise info. Et ensuite, il y a effectivement, après ce premier processus, des petites intelligences artificielles qui vont refaire un classement des infos. Il faut comprendre, je pense, hein, moi c'est ma méthode de faire, comprendre le sens et le fond de chaque chose pour ensuite arriver à se l'approprier et à le personnaliser pour soi-même. Faut pas partir du mauvais sens. C'est pas une leçon de morale, hein, mais j'essaye d'appliquer ça au quotidien en tout cas. Merci beaucoup Enzo pour toute la valeur que tu as partagée et le temps que tu m'as accordé. C'est quoi le meilleur moment ou le meilleur trigger pour se dire bah là en fait il faut que je fasse appel à Job Leads? Le meilleur trigger, c'est quand on a des sales qui peut-être vous font soit des retours sur la qualité des datas souvent, ce qui peut être une excuse dans certains cas, mais qui est souvent une réalité. Et le moment où vous souhaitez aussi mettre un coup de neuf à votre prospection, accélérer, aller chercher de nouveaux secteurs, ou même structurer votre démarche de prospection téléphonique ou pas d'ailleurs, de prospection tout court. Merci beaucoup encore Enzo, et Merci à toi, merci pour Julien. la valeur, ça a été canon, et puis bah je te souhaite une bonne continuité dans l'aventure Job Leads, et tout le meilleur pour vous. Ouais, merci Julien, prends soin de toi. De toute façon, nous, on se tient au courant. Merci à tous les viewers, toutes les personnes qui ont écouté. J'espère que ça pourra vous servir. Gros bisous. Merci, salut, bye bye. Ciao, ciao.